Le gouvernement congolais avait initié au cours de la dernière décennie deux grands projets de développement humain. Il s'agit donc de 5 chantiers de la République et de la révolution de la modernité. Objectif, améliorer l'accès à l'éducation, à la santé, à l'emploi, à l'eau et l'électricité et aux infrastructures de base. Certains observateurs estiment que 10 ans après, le taux d'exécution de 5 chantiers notamment est faible et son bilan mitigé. Une autre opinion pense plutôt que le bilan est relativement positif vu que l'exécution de ce projet s'est fait sur fonds propres du gouvernement. Nous recevons dans ce studio M. Jean-Marie Kassamba, promoteur de Télé 50, président de l'UNPC Kinshasa et coordonnateur de la visibilité du 5 chantiers. Bonjour Jean-Marie. Bonjour, et je précise que c'est le coordonnateur de la révolution de la modernité aujourd'hui qui va s'éluer en document stratégique pour le développement de la RDC. Voilà, alors on sait que le 5 chantiers notamment reposait sur ce que tout le monde attendait, ou tout le monde avait compris, le contrat chinois, qui a été signé d'ailleurs en 2007, une année après que le chef de l'État ait annoncé ses projets ambitieux. Alors ces projets prévoyaient la construction, ou encore disons la réhabilitation à RDC par la Chine de plus de 2400 km de route, 2000 km de chemins de fer, 32 hôpitaux, 145 dispensaires et 2 universités. Le coût total était de 9 milliards de dollars, si je m'abuse, pour lesquels l'RDC, devait commencer déjà un processus d'accéder aux pays émergents. Qu'en est-il aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba? Merci beaucoup mon cher frère et confrère hier pour cette invitation, et ça me fait énormément plaisir de partager cette émission avec nos frères à travers le monde et ceux qui suivent Radio Okapi. Quand on parle d'un pays comme le nôtre, il faut se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. D'où vient la RDC? Où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Où est-ce que nous voulons aller? Lorsque Joseph Kabila accède au pouvoir en 2001, il hérite d'un pays en lambeaux. Autrement dit, il n'existait plus du Congo que de nom. Il y avait 3 parties du pays. D'un côté, il y avait les Rwandais avec le RCD, il y avait les Ougandais avec le MLC. Le gouvernement central contrôlait une partie ici. Et sur le plan économique, il y avait moins de 500 millions de dollars de budget. Pas d'armée, pas d'administration, pas d'infrastructure, donc un non-pays. Qu'est-ce qu'il a fait Joseph Kabila? Il a commencé d'abord par réunifier ce pays, lui donner un semblant d'existence, jusqu'à ce que les belligérants se retrouvent. Et pendant ces temps de réunification du pays, il a lancé un programme économique. Rappelez-vous que nous avons repris avec le partenaire traditionnel, Banque mondiale, Fonds monétaire international, parce que cette coopération structurelle était coupée depuis 1992, lorsque, à l'époque, l'IDPS et les autres avaient demandé qu'il y ait une coupure de coopération avec tout le monde. Et donc, il a recommencé à redonner à notre pays l'existence. Et puis, constatant durant cette transition 1+4, un certain nombre de mots qui gangrènent notre pays, il a lancé donc son programme politique, le 5 chantiers. Ça veut dire quoi? 5 domaines prioritaires qu'il fallait rebooster pour refonder l'État. Refonder l'État dans les domaines des infrastructures, de la santé, de l'éducation, de l'énergie, de l'emploi. C'est-à-dire que du néant d'où on était, il fallait maintenant commencer à jeter les bases. C'est ce qui a été fait. Mais ce que je dois vous dire tout de suite, avec quels moyens, avec quel argent? Joseph Kabila, je n'allais même pas dire génie, mais il a trouvé une idée, une initiative. Il dit, parce que le partenaire traditionnel ne disponibilise pas les moyens suffisants, voyons ce qu'on appelle les pays émergents, notamment la Chine, l'Inde, le Brésil. Et c'est pour cela que les concepts de win-win qui étaient déjà pratiqués en Angola a été adopté chez nous. Nous sommes allés voir les partenaires chinois et qui se sont disponibilisés tout de suite avec une promesse de 9 milliards de dollars. Qu'est-ce que nous n'avons pas eu comme problème? On nous a mis d'abord la guerre, rappelez-vous,
les Kundabatoires, ensuite, déstabilisation en déstabilisation, jusqu'à ce que le Fonds monétaire international nous a poussé à réduire ces disponibilités, notamment de nos amis chinois, à moins de 6 milliards. Aujourd'hui, on n'a même pas consommé 3 milliards de dollars. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas que la RDC puisse avoir les moyens de sa politique. Mais il n'empêche, le Congolais se sont mobilisés pendant les 5 ans du premier mandat de Joseph Kabila pour avoir un commencement de travail. Vous avez vu les engins qui sont venus ici en masse. On a ouvert les routes. On a construit les hôpitaux. On a construit les écoles. On a commencé à payer nos fonctionnaires. On a commencé à redonner vie à ces villes, avec notamment Voilà, Jean-Marie, j'ai donné tout à l'heure des chiffres, oui, par rapport aux objectifs assignés par ces projets, notamment la construction de 2000 km de chemin de fer, 32 hôpitaux, 145 dispensaires et 2 universités. Est-ce que vous pouvez, en tout cas, éclairer la lanterne des uns et des autres sur la réalisation? Est-ce que c'est le taux de réalisation, comme le pense certains, qu'il est faible, ou vous pensez comme les autres que le bilan est largement positif? Alors, je dois vous dire, pour évaluer les 5 chantiers, il faut qu'on ait la culture de la lecture. L'homme qui vous parle édite chaque année ce qu'on appelle l'état de la nation. Le chef de l'État s'exprime une fois l'an devant le Parlement pour donner l'état de notre nation. C'est une espèce de discours bilan qui donne ce qu'on appelle bilan d'étape. D'abord, quand il finit son premier mandat, il a fait le programme de la révolution de la modernité en se basant sur ce qu'il avait déjà réalisé. Il a réalisé quoi? Il a réalisé des routes. Parce que pour désenclaver un pays comme le nôtre, qui était complètement disloqué, il fallait des routes. Combien de kilomètres? Sur 2400 qui étaient prévus. Aujourd'hui, je peux vous dire que vous pouvez passer de l'Est à l'Ouest par la route. En quittant le bas Congo, ce qu'on appelle Congo central aujourd'hui, jusqu'à Lubumbashi, et vous allez contourner jusqu'à l'Est, parce que Joseph Kabila l'a fait lui-même, par la route. Ce qui était quasiment impossible, y compris à l'époque de Belgique. Une route avec un standard universel. On a fait des routes avec des standards, on a fait des routes en terre, on a fait des routes. Parce que, qu'est-ce qu'on appelle route? C'est d'abord l'ouverture des connexions entre deux provinces. Aujourd'hui, vous êtes ici à Kinshasa, vous allez à Kikwit en une journée. Vous êtes ici à Kinshasa, vous allez à Matadi en une journée. Vous êtes à Bandundu, vous allez à Tikapa par la route en traversant le pôle Anguille. Vous êtes à Kananga, vous descendez chez moi en Moujbaï par la route, etc., etc. Vous êtes province orientale, vous pouvez aller jusqu'au nord Kivu par la route. Mais ces infrastructures, ça demande de l'argent, et beaucoup d'argent. On ne veut pas laisser la RDC en paix, parce que si la RDC est en paix, elle va vouloir créer beaucoup de... Avant de retrouver les auditeurs, et quel est-il de l'électricité? Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un problème. La population n'a pas accès, en tout cas, à l'électricité comme elle attendait. Par rapport à des promesses faites. Moi, j'ai reçu sur mon plateau, il y a l'électricité, l'eau, les directeurs généraux que nous avons reçu par plusieurs fois avec des promesses faites. Absolument. Et je peux vous donner, en fait, si vous voulez, la réalité du secteur de l'énergie dans notre pays. Il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Chaque chose a son prix. Les Belges nous ont laissé un réseau électrique avec du câblage, avec des équipements, depuis que la SNEL a été créée en 1974, si je ne m'abuse. Eh bien, les Belges avaient laissé un système, Mobutu a créé la SNEL, et depuis tout ce temps, la politique adoptée pour la consommation d'énergie était une politique de consommation sans payer. L'État en premier. La population augmentant, la connexion au réseau aussi, les gens non seulement payent moins, ensuite la gestion de nos sociétés par des Congolais, je dis bien par des Congolais, laissée à désirer. Ça veut dire quoi? Lorsque vous avez des installations qui ne sont pas renouvelées, comme à Inga ou dans d'autres barrages, etc., et que
nos villes grandissent au jour le jour et vous vous connectez aux cabines avec des surcharges des appareils qu'on a aujourd'hui, il faut vous attendre à ce qu'il y ait des délestages et des coupures. Lorsqu'on vient pour collecter de la facture, ou si vous voulez bien, du recouvrement, et que certains refusent de payer, ils disent Inga, c'est notre électricité, on ne doit pas payer. Cet état des lieux, voilà, l'état des lieux était déjà connu, mais pourquoi promettre à la population, tout en sachant que cet état des lieux était déjà connu, pourquoi ne pas s'attaquer aux causes? Attendez, l'état de l'IFP, c'est pour ça que moi j'ai fait venir ce directeur général que j'ai reçu il y a quelques jours. Entre-temps, ils ont mis en place des politiques de réhabilitation des réseaux, d'équipement. Ça prend le temps des travaux. Par exemple, la deuxième ligne Inga qui doit diminuer le délestage, c'est en cours de finition. Exemple, on a redéployé à travers la province de mini-barrages qui vont pouvoir compléter là où il y a des trous noirs. C'est en cours d'exécution. Aujourd'hui, il faut qu'on ait la patience, nous les Congolais, qu'on ait la patience et la vérité de regarder les choses en face. Alors, on va revenir à vous, Jean-Marie Kassamba. Nous avons consommé le premier quart d'heure de cette émission. On va ouvrir le standard avec les auditeurs qui nous ont rejoints. En tout cas, nous signalons que nous avons une seule ligne. Et donc, quand vous appelez, prière de nous déposer votre numéro. Et puis, on va vous rappeler tout de suite. Amos, vous êtes à Bukavu. Bonjour, Amos. Bonjour JR, bonjour au peuple congolais qui suit la radio Okapi, bonjour à l'invité au studio. Voilà. Je viens de suivre l'invité. Je me dis que nos autorités doivent apprendre à quitter la théorie, à quitter le bureau climatisé et faire une défense sur le terrain, s'enquérir de la misère, de la souffrance qui traverse actuellement le peuple congolais. C'est même M. Vier, quand l'auditeur au studio peut nous dire que non, le bilan de soi-disant 5 chantiers de la révolution de la modernité est largement positif. Je pense que c'est une honte et c'est un regret pour les peuples congolais. Pourquoi je le dis? Par rapport aux 5 chantiers qui nous avaient été lancés par le chef de l'État, l'eau et l'électricité, je pense que le peuple congolais qui suit l'invité au studio est complètement désemparé, est complètement déboussolé de ce que l'invité nous dit au studio et ce que nous voyons sur le terrain. À Bukavu où je vis, la population ne cesse de traverser chaque jour au Rwanda pour aller manger ne fût que de l'eau. Au moment où on nous dit au Congo, il y a des rivières, il y a des fleuves et des cafés d'accord. Pour ce qui est de l'électricité, là, je ne vais pas beaucoup en parler parce que c'était le fait de la semaine passée et tout le monde a démontré que vraiment le tableau est sombre pour ce qui est de l'électricité au niveau de toute la République. Même dans la capitale où l'invité lui-même vit. Et j'espère que même dans sa maison, il n'y a pas de courant. Pour ce qui est de l'emploi dans les mêmes 5 chantiers, aujourd'hui, le chômage est évalué à plus de 90%, où nous voyons les licenciés qui sont des motards, où nous voyons des licenciés qui sont des sentinelles dans des ONG à travers toute la République. Pour ce qui est de l'éducation, aujourd'hui, je pense même si notre constitution stipule que l'enseignement est gratuit au niveau de l'école primaire, mais il faut demander à l'invité ce qui se fait au niveau de la République. Dernièrement à Bukavu, on a lancé des bombes lacrymogènes aux enfants qui ont été réclamés la gratuité de l'enseignement. Pour ce qui est des infrastructures, vraiment c'est une honte pour notre pays d'avoir des gens qui défendent les mensonges. À part des petites routes de très mauvaise qualité construites dans la ville de Bukavu, des routes que nous qualifions de PCCT. Parce que vous allez voir, on réalise ces routes aujourd'hui, 2 mois après ou 3 mois, ces routes se dégradent davantage. Et il faut demander à l'invité au studio quelle route de cette agricole qui a été réhabilitée depuis qu'ils sont au pouvoir. Pour ce qui est de la santé, le bilan est tellement sombre et encore sombre. Moi, je pense, après que le 5 chantier ait complètement échoué, le gouvernement, si réellement il est au service du peuple, on devait d'abord s'asseoir quelque part et évaluer qu'est-ce qu'ils ont fait des 5 chantiers, quel est le résultat, comment la population a vécu les 5 chantiers. Malheureusement, au moment où ils n'ont pas fait d'évaluation, nous avons vu encore d'emblée en 2 millions de nous présenter ce qu'ils ont appelé révolution de la modernité. Qu'est-ce qu'ils ont révolutionné? Est-ce qu'on peut révolutionner quelque chose qui n'existait pas? Voilà là où ça passe. Et que j'aimerais demander à l'invité au studio, quand il nous dit que non, tous ces projets ont été financés par le fonds propre de la République.
souvent nous nous demandons, il y a des projets qui sont exécutés par les ONG à travers le pays. Mais quand vous demandez aux amis qui nous gouvernent quels sont les projets exécutés par les pouvoirs, quels sont les projets exécutés par les ONG, ils n'ont pas de réponse à donner. C'est là que je me dis finalement, qu'est-ce que nous devons actuellement comprendre par rapport à cette unité. Merci beaucoup, Amos. Je pense que... Allez-y rapidement, Amos, parce qu'il y a Maurice qui attend aussi. Ok, je voulais te dire que nos amis devaient comprendre qu'ils ont complètement échoué et tout ce qu'ils nous disent comme 5 chantiers, tout ce qu'ils nous disent comme révolution de la modernité, c'est des stratégies de nos amis au pouvoir. Voilà, Amos, merci beaucoup, Amos. Vous avez parlé de l'emploi. Pour vous, le chômage se situe à ce niveau donc de 80%, mais par rapport aux statistiques nous présentées par le gouvernement, on sait que au fait que l'emploi a été donné à la jeunesse et puis le taux de chômage a été réduit sensiblement. Je crois qu'à ce niveau, c'est le moins qu'on puisse dire. Et quand il s'agit de l'eau, vous avez pratiquement signalé que la population, à Bukavu notamment, va au Rwanda à la recherche de l'eau. Comme pour dire aujourd'hui, en tout cas les 5 chantiers, il n'y a pas de résultats du côté de Bukavu. Les infrastructures, vous avez évoqué quelques cas de Pointe-à-Temps qu'on a dû essayer pour ne plus qu'aider la population à circuler à Bukavu, mais pour relier Bukavu à d'autres villes, c'est déjà un problème. Merci beaucoup, Amos, d'avoir appelé de Bukavu. Maurice, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Maurice. Oui, bonjour, Gérard Mundembo. Vous avez la parole, Maurice, après avoir suivi Amos. Oui, je voudrais d'abord inviter notre invité à plus vraiment de modération, plus aussi quand même de considération, de respect même à la population, aux Congolais. Parce que ce que nous entendons, qu'il débite ça l'antenne, c'est vraiment l'antipode que nous observons. Oui, Maurice, nous évaluons, je crois que vous avez intérêt, par respect aussi des auditeurs qui vous suivent, de vous attaquer directement à la thématique. Comme ça peut nous permettre de continuer avec les débats. Oui, ok, d'accord, merci beaucoup. Je veux dire ceci. Vous savez, les 2 projets, comme vous les avez plutôt énoncés dans votre thématique sur Internet, je disais même dans ma correspondance que c'est vraiment des projets de triste mémoire pour les Congolais. Parce que ça traverse ces projets, lorsqu'on parle des 5 chantiers de la République, lorsqu'on parle de, je ne sais pas, de la modernité, je ne sais quoi là, c'est vraiment, ça évoque même le malheur du peuple congolais. Ces 2 projets, ces 2 méga projets qui ont constitué même en fait le socle de la politique du régime actuel. Et c'est vraiment une mafia vraiment à grande échelle. Est-ce que vous avez des chiffres, Maurice, pour évaluer les statistiques, voulais-je dire, sur le plan emploi, sur le plan accès à l'eau, sur le plan accès à l'électricité? D'ailleurs, à l'électricité, pour ce qui concerne s'agissant de l'électricité, il y a eu un débat le jeudi passé ici, et c'est noir, et je crois que là, on va même plus y revenir. Ici, nous révélons, la plupart des auditeurs ont même demandé la démission du comité de gestion de la SNEL. Oui, ça c'est un cas parmi les autres, mais je voudrais parler d'abord des problèmes même de la gestion des fonds alloués au fait à ce projet. Vous savez qu'ils ont pratiqué, depuis le lancement des projets, ils ont pratiqué ce qu'on appelle la politique de surfacturation. Vous avez suivi même le rapport, je crois, de la ZADO sur les pratiques, comment on a détourné des fonds qui ont été en fait alloués à différents projets. Vous pouvez prendre par exemple le Transco. Je vous donne, donc je vais partir par des exemples pour ne pas parler de manière aléatoire sans pour autant produire en fait de preuves. Prenons par exemple le Transco. Le grand bus Transco est acheté en valeur de 100 000, plutôt de 80 000 $ à l'usine. Mais dans leur manœuvre, en fait, dans leur tricherie, vous allez voir que le bus est accepté, est vendu au gouvernement congolais à 150 000 $. Le bus qui est vendu à 50 000 et dans les factures en fait, qui sont officielles, vous allez voir que c'est à 100 000 $. Vous comprenez dans quelle manière donc on est en train en fait de tricher, dans quelle manière on est en train en fait d'escroquer en fait la République. Alors pour vous comprenez même dans la réalisation de certains projets. Prenons seulement le petit tronçon
sur le petit boulevard, le boulevard dit Triomphal. Hein, le même tronçon réalisé à hauteur de moins d'1 million de dollars américains par Désiré Kabila. Mais vous allez comprendre que de l'autre côté, ça a été réalisé à hauteur de plus de 20 millions de dollars américains. C'est de la même manière qu'on a réalisé tous les projets. Je vous dis franchement, c'est une mafia à autre. Voilà. Merci beaucoup Maurice. Merci beaucoup Maurice. Vous avez évoqué la mafia autour de ça. Donc on peut dire, c'est vrai que ce problème des commissions, en tout cas, je ne sais pas, c'est comme ça que moi j'ai interprété, problème des commissions, la corruption et aussi des détournements des fonds par rapport à ces projets qui ont fait qu'aujourd'hui les résultats qu'on attendait, ce n'est pas celui-là. Il y a vraiment, comme a dit votre prédécesseur, un échec par rapport à l'exécution de ce projet. Voilà, donc pour vous, c'est vraiment de la tricherie. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été réalisées par rapport à ça. Donc aujourd'hui, nous devons être honnêtes pour dire qu'effectivement, les bilans, il est négatif. Voilà. Alors Jean-Marie, vous venez de suivre ces deux auditeurs. Alors quelle est la réaction? Parce que d'aucuns disent il y a une politique de surparticipation. Il y a un mot qui a évoqué, en tout cas qui a détaillé l'emploi, l'éducation, l'électricité. Et pour lui, les bilans est vraiment, c'est vraiment un échec. Bon, écoutez, je vais rester très calme et m'adresser à mes compatriotes en leur demandant d'avoir la culture des chiffres et d'avoir ce qu'on appelle la sérénité dans la manière d'analyser les choses. D'où nous venons, nous, la RDC? Je pense que la plupart de ceux qui s'expriment sont nés dans les années 70, parfois 80. Ils ont vu dans quel état notre pays était. Et ils le savent. Ils savent que pour développer un pays, il faut les sous-bâtiments nécessaires. Il faut des moyens, il faut du temps, il faut de personnes pour le faire. Ce qui a été fait, c'est quoi? C'est d'abord réhabiliter ce qui n'a pas été durant plus de 40 ans. Sur le plan économique, sur le plan des infrastructures, je prends les cas, par exemple, de Bukavu. J'ai écouté mon compatriote de Bukavu. La route entre Bukavu et Kavumu, ça ne marchait plus. Moi, j'ai fait cette route. Vous mettez des heures et des heures pour aller arriver à l'aéroport de Kavumu. C'est praticable aujourd'hui. Ne serait-ce que la voirie de Bukavu. Parce que Bukavu, c'est une ville accidentelle, si vous voulez bien, en dénivellation. Les gens arrivent à se déplacer dans Bukavu. Vous prenez le cas de la ville de Kinshasa. Parce que j'ai écouté notre compatriote tout à l'heure qui parlait de la ville de Kinshasa. Tout le monde sait qu'ici, à Kinshasa, il y avait des communes qui étaient coupées les unes des autres. Il n'y avait pas de boulevards comme ce que nous avons aujourd'hui. On n'arrivait même pas à nettoyer cette ville. Aujourd'hui, il y a encore des problèmes de saleté. Il faut continuer à faire le travail. Moi, ce que je demande à mes compatriotes, ce n'est pas d'avoir la culture de la rumeur, la culture du Congolo pessimiste. Pourquoi les étrangers qui viennent chez nous, ils ont une certaine admiration par rapport à l'évolution? Je ne dis pas que c'est parfait, je ne dis pas que tout ce qui est fait déjà est extraordinaire, mais j'ai dit des changements, des transformations. Parce que ce sont des Congolais qui travaillent. Les Congolais avec leur méthode, avec leur culture. La corruption dont parle mon compatriote aujourd'hui, elle est faite par qui? C'est des Congolais. Ces Congolais, si c'était la pratique de mettre tout le monde en prison, on commencera à faire quoi? On commencera à mettre même la maman qui vend des cacahuètes au coin de la rue. Il faut une certaine culture pour faire en fait la nouvelle citoyenneté. Le chômage dont on parle, parlons-en un tout petit peu. Quand on publie les résultats des objectifs du millénaire pour le développement, il y a celui qui était ministre du plan, qui s'appelle Olivier Kamitatou. Je le cite. Au mois de janvier, il a participé à la rédaction du rapport. Ce rapport existe. Il faut que les étudiants, les intellectuels notamment, lisent ces rapports. Qu'est-ce qu'il dit ces rapports de l'augmentation du niveau de vie? Il dit que la RDC a fait des bons en avant. On a gagné 10 places. Dans le secteur du chômage, l'actualité, je parle moi de l'actualité. La Banque africaine de développement vient de mettre à la disposition de la RDC 10 millions de dollars rien que pour les jeunes.
parallèlement, l'État congolais a mis plus de 700 millions de dollars pour permettre la création d'emplois entre le ministère de Pétrole et l'entreprise, le FPI, et l'INPP qui a été modernisé aujourd'hui. Non seulement par Kinshasa, mais à travers les frontières. Mais toutes ces statistiques sont contredites par en fait, l'indice de développement humain. Mais lisez ces derniers temps. Lisez justement l'indice de développement humain. Moi, j'ai ce rapport. La difficulté avec nos compatriotes, c'est qu'ils ne lisent pas. Ils ne prennent pas le temps d'avoir les vrais chiffres. D'aller dans le ministère, d'aller par exemple dans la Banque mondiale. Pourquoi la Banque mondiale et pourquoi l'État international? Pourquoi l'UNICEF, par exemple, dans le secteur de l'éducation, prend la RDC comme modèle? Matata Antonio a été invité dernièrement à Oman, à Bruxelles, il vient de venir d'Égypte, et on dit l'un des pays qui a investi plus d'argent dans l'éducation, c'est la République démocratique du Congo. Dans le secteur, par exemple, de la santé, on a équipé nos hôpitaux des provinces. Les équipements sont déjà là, achetés par l'UNICEF avec les fonds de la République. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que quand les gens, on ramasse comme ça des informations de gauche à droite, on ne fait pas la culture de la recherche. Combien d'écoles, si vous pouvez nous éclairer un tout petit peu? Aujourd'hui, plus de 700 écoles. 700 écoles. Plus de 700 écoles. Et les centres de santé, pour parler peut-être des hôpitaux? On a fait venir ici dans notre pays plus de 14 cinquantenaire. Il y a l'hôpital il y a le cinquantenaire à Kinshasa, il y a le cinquantenaire à Kisangani, il y a dans chaque ville, grande ville, ce qu'on appelle les hôpitaux de référence. On a équipé les hôpitaux construits ou réhabilités. Il y en a qui sont construits, il y en a qui sont réhabilités. Notre pays a été déclaré le pays sans polio. Ça, ce sont des informations officielles dans notre pays. Nous sommes cités dans le secteur de la santé comme le pays modèle pour la lutte contre Ebola, par exemple. On a fait venir dans notre pays ici des gens pour apprendre comment la RDC gère Ebola. Les taux, par exemple... Donc, tout ça, vous mettez dans l'actif du bilan. Mais ça fait partie des réalisations sur le plan économique pour nos compatriotes. Ce pays a un taux d'inflation. Ça veut dire quoi un taux d'inflation? Ça veut dire que votre monnaie, la valeur de votre monnaie, le plus faible d'Afrique. Aujourd'hui, le franc congolais c'est un franc dit fort. Pourquoi? Parce que il y a quand même le cadre macroéconomique qui est tenu. Autrefois, il y a moins de 20 ans, même pas, moins de 15 ans, si vous avez des francs, les Zaïre, vous avez un taux le matin, les taux à midi et les taux le soir. Aujourd'hui, notre monnaie tient, malgré la crise financière. On verra si ce que je vais vous dire est que, moi, j'ai publié des documents qui existent, si quelqu'un veut, il va sur la visibilité de cette révolution. Mais il faut qu'on évite les amalgames. Ce qui est très triste un peu dans notre pays, c'est quand quelqu'un fait l'analyse de la situation de notre pays et il part comme ça, d'une manière aléatoire. Alors, on va voir les auditeurs qui nous ont rejoints dans ce débat. Il y a Simon qui est à Matadi, 081 890 6315 pour votre intervention en direct. Parole aux auditeurs. Nous poursuivons avec parole aux auditeurs et nous entamons la deuxième demi-heure de cette émission. Simon, vous êtes à Matadi, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes à Matadi au Congo central. Quel est votre avis? Oui, en fait, la vie à émettre, c'est difficile pour que la population qui vive les réalités elles-mêmes, lorsque nous parlons, et si nous disons autre chose de ce qu'elles vivent, ils nous appelleront menteurs ou farceurs. Vous savez, par exemple, sur le plan éducation, parce que c'est là où je vais beaucoup m'atteler. En fait, sur le plan texte, arrêté, décision, ordonnance, la RDC a vraiment fait des avancées. Parce que les textes sont là, ainsi de suite. Mais le problème, c'est l'application et l'accompagnement. Moi, j'aime beaucoup le ministre de l'EPSIC qui a accompagné le gouvernement de la République qui, lorsque il prend une décision, il met en place, il se bat comme un diable dans un bénitier pour que de manière administrative, ces principes soient posés sur tous les établissements de la République démocratique du Congo. Mais si le gouvernement, en général, le budget ne l'accompagne pas, ça sera un problème. Ça sera une proposition sans valeur. Nous prenons par exemple le problème de l'accès à l'éducation.
L'accès à l'éducation, lorsqu'on a rendu l'école primaire gratuite, le gouvernement le sait, que le gouvernement n'a pas accompagné cette gratuité en termes de rémunération ou sinon de manque à gagner qu'il fallait donner à tous ces enseignants qui nous donnent les premières leçons de nos vies. Vous imaginez par exemple ma province du Congo central, sur les 38 219 enseignants. Et quand vous voyez la population normale, on a 0,9%. Donc l'enseignant, les enseignants représentent un pourcentage de 0,9%. Pas même 1%. Ce qui fait que déjà sur le plan nombre d'enseignants, ça crée un problème. Quand vous prenez la surface de notre province, ici de ma province, vous divisez par nombre d'enseignants, vous trouverez que ça fait 0,7% d'enseignants par kilomètre, pas même un enseignant par kilomètre, ce qui crée un problème. L'accès à, on a vu l'engouement, on a vu comment les élèves sont venus. Mais comme on dirait les regards ne sont pas vraiment tournés, on n'accompagne pas le ministre Makere Mouangou qui se bat comme un diable dans un bénitier. Vous savez maintenant l'accès a provoqué. Aujourd'hui l'accès c'est bon, mais il faut voir les taux d'achèvement. Parce que ces enfants qui commencent avec beaucoup de problèmes qui se créent comme ça, et tout ça, le taux d'achèvement est inférieur. Vous allez au secondaire, mais même les taux d'entrée en première année secondaire pour les moins de 12 ans, c'est à peine 55%. Donc 45%. Voilà. Alors je crois ce fait-là, je voulais terminer hier, c'est un détail important. Dans l'entretemps, en 6e des humanités, le taux d'achèvement est de 28%. Donc si 100 élèves commençaient la première, 28 seulement qui arrivaient. Le vrai problème, c'est le problème de retenir à la source. Les 40% ne viennent pas. Aussi encore, ce qu'ils avaient, parce que la province peut elle-même accompagner l'enseignement ou la santé si les 40% venaient. Mais combien de pourcents qui viennent? Au Bas-Congo, même les frais d'investissement, on n'en bénéficie pas depuis 2010. Il fallait se battre pour résoudre tous ces problèmes. Ça crée encore un sérieux problème. Merci beaucoup Simon. Vous vous êtes attelé beaucoup plus sur le secteur de l'éducation. Vous avez même eu le temps de jeter des fleurs à son excellence, monsieur le ministre de l'enseignement et de nouvelles technologies, de l'information et des communications et de citoyenneté. Voilà. Alors voilà, vous avez évoqué des textes, des arrêtés, des ordonnances qui aujourd'hui constituent quand même des avancées dans le secteur de l'éducation, mais c'est l'application et l'accompagnement de ces textes ou de ces dispositions qui posent énormément de problèmes. Vous avez cité tant d'exemples. Merci beaucoup. Albert, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour Albert. Bonjour Gilles, bonjour à tous les Okapi et bonne fête à toutes les femmes. Alors, je crois que Albert, ce que les autres ont déjà dit avant un moment, donc on va évoluer. Pour vous, est-ce que le bilan est-il positif de ce chantier ou encore de la révolution de la modernité, ou c'est mitigé comme le pensent aussi certaines personnes? Ok, avant que je ne puisse parler du bilan, je voudrais d'abord porter mon analyse sur deux aspects par rapport à cette thématique d'aujourd'hui. Là, je commencerai d'abord par l'aspect qui serait lié à la forme, tout ce que j'ai cité par l'aspect qui serait lié au fond. Quant à l'aspect lié à la forme, je crois très bien que tous les collaborateurs qui seraient autour du chef doivent cesser de faire ce que moi je qualifie de jouer le sac à dos. Parce que le moment du sac à dos a déjà largement résolu. C'est-à-dire quoi? Jouer le sac à dos, c'est-à-dire se faire valoir, à montrer au chef que tout ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain va de manière rose, soit ça satisfait le besoin ou le oui, Albert, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, Albert. S'il vous plaît, Albert. Oui, gagnons du temps, s'il vous plaît, Albert. Est-ce qu'on peut aller droit au but? Oui. Pour aller droit au but, je dirais peut-être que le bilan serait mitigé, pour ne pas dire que c'est interrogatif. Mitigé par rapport à quoi? Nous reprochons des cinq chantiers, mais encore de révolution de la modernité de deux choses. La première chose, c'est que
les deux projets, soit ce que moi je qualifie d'un seul projet, mais qui souffre de de neurologisme ou de qualification, et souffre de ce que nous appelons de manque de planification. La seconde, c'est que le même projet souffre aussi du manque de suivi, qui sont des éléments clés pour ce qui est de la planification ou de réalisation d'un projet afin d'aboutir à des résultats. Cela voudrait dire quoi? Prenons par exemple le secteur de l'éducation qui est le secteur maître de tout, parce que le développement dépend énormément. La Constitution consacre la gratuité de l'enseignement. Mais avant que nous ne parlions même de la gratuité de l'enseignement à l'école primaire, est-ce que le phénomène prime ou don des parents a déjà cessé d'abord pour que nous puissions aspirer, même nous soit espérer à sa gratuité? Je crois très bien qu'il y a à boire et à manger. De deux, nous avions toujours vu dans ce même secteur. Évidemment, il y a mon prédécesseur qui a parlé des normes avancées quant à l'édition ou à l'émission des arrêtés des fois, ou soit même des délais de réalisation des examens. Mais moi, je trouve parfois aussi peut-être que le ministère de l'enseignement primaire et secondaire est trop formaliste par rapport à attaquer les problèmes de fond qui seraient liés à la qualité de l'enseignement et surtout à lutter contre les salaires qui seraient soit la corruption, le vagabondage des élèves et d'autres antisalaires peut-être que nous vivons au quotidien. Mais on s'attelle à des dates pour peut-être permettre d'avoir des résultats très tôt, de faire quoi pour faire valoir peut-être qu'on fait ce qui est bien. Moi, je pense bien que pendant la période du Zaïre, les résultats de l'examen d'État, par exemple, étaient entraînés, mais aussitôt les résultats venaient. Quand vous voyez un diplômé de l'époque du Zaïre était respecté à travers le monde, ce qui n'est pas... Voilà, Albert, là, nous allons dire beaucoup de choses à la fois. Ça risque vraiment de nous prendre du temps. Merci beaucoup. Mais on a compris que pour vous, simplement, il y a manque de planification dans ces projets. C'est là où il y a eu, en tout cas, le péché de ces projets, c'est le manque de planification. Merci. Alors, on va prendre un auditeur, en tout cas, le tout dernier pour cette série. Arsène, vous êtes à Kikwit. Arsène, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Voilà, Arsène, vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole, M. JR. Est-ce que vous partagez l'avis que le bilan est négatif ou encore il est mitigé? Trop négatif. Le bilan est négatif, il faut le dire clairement, il ne faut pas avoir honte. Ce que je veux d'abord commencer à reprocher, c'est ce que j'avais toujours appelé le dialéro. Il faut éviter ça. Il faut être objectif. Quand on fait une analyse, quand on veut faire quelque chose, il faut être vraiment objectif. Quels sont vos Je prends l'exemple de Kikwit, là où je suis. Ici, à Kikwit, au début de la mandature du président de la République, le président est venu nous visiter à Kikwit. Moi, je ne prends pas ce que les administratifs et ce que tous les autres ont écrit, ont dit au président. Je prends ce que la population a dit au président de la République. Courant maille. Les deux premières choses demandées au chef de l'État. Aujourd'hui, 10 ans après, on commence d'abord par des mots tels que 5 chantiers. Une démagogie vraiment bien établie. Vous demandez à Kikwit, personne ne vous dira quelque chose sur les 5 chantiers. Nous n'avons rien vu. Aujourd'hui, on parle de la révolution de la modernité. Nous sommes enclavés dans des ravins. Qu'est-ce qu'il y a de modernité? La route Kikwit-Kinshasa, on l'a fait beaucoup de publicité. Moi, j'avais voyagé en voiture de Kikwit-Kinshasa depuis 1975. Donc, si vous n'avez pas entretenu les routes et que vous venez réparer après, ce n'est pas une chose où à faire beaucoup de bruit. C'est vraiment ordinaire, il faut prendre ça, c'est élémentaire. La réparation d'une route n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Soyons objectifs dans ce que nous faisons. Aujourd'hui, je vais prendre un petit exemple, s'il vous plaît, JR. Un petit exemple. Il y avait une pancarte à 100 mètres du port de Kikwit, avec des bateaux, des trains à grande vitesse, ainsi de suite. Ce que je trouvais drôle, à 100 mètres, il y avait des pirogues. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a que des pirogues. Mais dites-moi aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez défendre? Soyons critiques et nous allons voir un peu. Là où nous sommes faibles, nous essayons de réparer. Et si nous ne sommes pas critiques, on ne saura pas faire quelque chose. Merci beaucoup, Arsène. Là, carrément, vous avez rejoint vos prédécesseurs en disant qu'effectivement, le bilan, en tout cas, est négatif. Mais il y a Simon qui a évoqué quand même quelques avancées de ce projet, entre autres au niveau de l'éducation, avec des textes, des arrêtés, des ordonnances, qui annonçaient quand même des activités importantes dans les secteurs et qui
ont fait qu'aujourd'hui, on puisse avoir, disons, une autre quand même, une bonne image au niveau de l'extérieur, mais seulement, ce qui à regretter, c'est que nous appelons les taux d'achèvement. En évoquant bien entendu les problèmes à 40%, voilà. Alors, Jean-Marie Kassamba. Écoutez, je vais être encore plus direct avec mes compatriotes et je vais rester synthétique. Mon compatriote qui vient d'appeler des Kikwit, et il le sait, lorsqu'on parle de la province ex-Bandundu, on ne peut pas oublier le pont Luange, aujourd'hui qui relie les deux provinces. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, Kakobola est en train d'être fait, c'est pour donner de l'électricité, ça prend le temps des travaux. Il parle de la route de Kikwit. Oui, c'était en 1975 et depuis 1975, pour quitter Kinshasa, aller à Kikwit, ça posait énormément de problèmes. Il y a des constructions des écoles aujourd'hui, y compris au Katanga d'ailleurs, à travers la province. Des écoles modernes. On a des écoles modernes et il le sait. On a mécanisé nos enseignants. Aujourd'hui, on paye les enseignants via les banques ou via Caritas, je ne sais pas quoi. D'ailleurs, le ministre du Budget est en train de mettre aujourd'hui en place des mesures de répression des systèmes des comptables qui détournent l'argent. Aujourd'hui, il a même annoncé ce j'ai dit c'est d'actualité. C'est d'actualité. Ce qui existait autrefois, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais il faut quand même reconnaître que ce sont des Congolais. Ceux qui détournent l'argent de la République, ce sont des Congolais. Et très souvent, quand on arrête les gens, on oublie que la justice doit faire son travail. On va leur dire, l'État devenu policier, ce sont des opposants, ce n'est pas possible, on arrête les gens, les droits de l'homme, etc. Il ne faut pas demander une chose de son contraire. Nous ne sommes pas là pour dire que le Congo est devenu la France, est devenu les États-Unis. Non, nous disons, dès là où était notre pays, il y a beaucoup d'avancées. Et il faut saluer ces avancées. Un intellectuel qui est honnête est celui qui voit que il y a aujourd'hui des constructions partout. Ces constructions, ce sont des Congolais qui travaillent. Il y a des supermarchés partout. Dans ces supermarchés, il y a des Congolais qui vont acheter. Chacun selon son pouvoir d'achat. Aujourd'hui, nos fonctionnaires à nous ne connaissent plus des mois d'impayement comme il y a 15 ans, 20 ans. Ça, ce sont des réalités d'aujourd'hui. Et non, on ne doit pas dire que les 5 chantiers ou la révolution de la monnaie était venue comme une baguette magique pour transformer les Congo en un paradis en l'espace de peu de temps. Parce qu'entre-temps, qu'on se le dise aussi, il y a la cacophonie sur le plan politique. Trop de partis politiques, trop d'ONG qui sont phagocytés par notamment ceux qui ne veulent pas le Congo avance. Quand on prend des mesures, on nous manipule de l'extérieur, même les gens qui sont au gouvernement. Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un dire la planification, on ne planifie pas. Mais il y en avait un ministre du plan pendant plus de 10 ans. Personne ne lui a jamais demandé bilan. Problème de sous-participation. Non, j'ai dit personne ne lui a demandé de bilan. Ministre du plan. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 10 ans? Et ça nous empêche pas de faire le bilan. Il s'est reconverti opposant et il commence à donner des leçons, etc. Si on va même au Katanga, j'entends beaucoup de gens dire oui, télé populaire, etc. Mais si on regarde de très près, ni c'était l'argent de péage de Kasumbalesa, ni c'était l'argent produit par l'administration. C'est pas le seul chantier. Que je sache. Mais les 5 chantiers, ça veut dire quoi? C'est une vision exécutée par l'ensemble des administrés, l'ensemble des gouverneurs, l'ensemble des ministres, l'ensemble des institutions de la République. Ce n'est pas chacun dans son coin qui fait ce qu'il veut. Non. Mais entre le nord et le sud Katanga, il y a un débat. Mais quand on interroge tous les Katangais, ils vont vous dire, oui, au-delà de la propagande, au-delà de ce qu'on appelle un peu la poudre aux yeux, il y a la réalité du terrain. Alors la réalité à Kindu aujourd'hui. Écoutez, parlons-en de Kindu. L'aéroport de Kindu réhabilité. L'université de Kindu réhabilité. Par la générosité d'un commerçant. Attendez, quel commerçant qui voulait je vous dis que l'aéroport de Kindu a été réhabilité par l'État congolais. Nous avons fait une émission aujourd'hui, on a rejeté des députés du coin qui ont rejeté un plan. L'aéroport de Kindu, et je l'ai dit, je le confirme, sous contrôle, réhabilité
par l'État congolais. La voirie des Kindu a été réhabilitée par les fonds propres de la République. L'université moderne du Maniema par l'État congolais. Plus de 3000 étudiants qui étudient aujourd'hui équipés. Donc, il ne faut pas, comme ça, j'ai fait les discrédits sur des choses qu'on ne maîtrise pas. Moi, j'invite mes compatriotes à avoir ce qu'on appelle la tête froide. C'est-à-dire, regarder d'où nous venons, ce qui a été fait, ce qui reste à faire, ce que nous devons faire à titre personnel, parce que chacun là où il est, il a de devoirs. Mais le problème, c'est que de ces chantiers à la révolution de la modernité, on n'a pas répondu à ces devoirs de redevabilité. C'est-à-dire dire au peuple, nous avons promis, dans le cadre de 5 chantiers, l'accès à l'eau, l'accès à l'emploi, l'accès à l'éducation. Voilà ce que nous avons fait. Voici ce qui reste à faire. J'ai commencé par vous dire que le président de la République a la culture de la redevabilité chaque année. L'État de la nation. On publie ce qu'on appelle la révision des comptes chaque année. Moi qui vous parle, qui fais les suivis de la révision de la moitié, je publie chaque année des résultats, province par province, ce qui a été fait, chiffré. Il faut que nos compatriotes aient la culture de la recherche, la culture des chiffres, qu'ils puissent regarder en face d'eux. Aujourd'hui, quand vous êtes... Et quel est le lien que vous faites, vous, en tant que, non seulement journaliste, mais aussi coordonnateur du texte chantier Révolution de la modernité, aujourd'hui, le projet pour l'émergence de la RDC en 2035, quand le chef de l'État, lui-même, dans plusieurs conférences, revient sur l'inadéquation entre les vécus quotidiens de la population aujourd'hui et les cadres macroéconomiques. Est-ce là ne pas... Ça, c'est ce qu'on appelle l'inclusivité entre la stabilité du cadre macroéconomique et l'application au jour le jour, ce qu'on appelle le panier de la ménagère. Et ce n'est pas une spécialité congolaise. La croissance ne veut pas dire la redistribution à 100% et à tout le monde de revenus d'une manière exponentielle. Allez en Chine, vous allez trouver qu'il y a des Chinois qui ont des problèmes, qui souffrent. Allez aux États-Unis, il y a les homeless qui souffrent. Là en France, aujourd'hui, avec une taux de chômage extraordinaire, la France est la 5e puissance économique du monde. François Hollande est le président le moins populaire du soir. Obama lui-même est en train de finir son mandat avec un taux de popularité très bas. Pourquoi? Parce que la crise elle est mondiale. Nous sommes pourvoyeurs, si vous voulez bien, exportateurs de matières premières, les cuivres, etc., y compris un peu de pétrole, et ça nécessite des moyens de développer un État. On ne développe pas un État. Alors, si vous le permettez, on prend 2 auditeurs et puis on revient à vous pour la conclusion. Philippe, vous êtes à Kindu. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Monsieur JR, bonjour les auditeurs de la radio Capi à travers le monde entier. J'aimerais aussi intervenir en ce sens. J'aimerais présenter à la face du monde la réalité du bilan du chef de l'État. Oui, ce n'est pas le bilan. Philippe, oui, ce n'est pas le bilan du chef de l'État. Nous faisons le bilan du 5 chantiers. C'est ça, des promesses faites en 2006. Oui, mais moi j'aimerais donner le bilan positif avec quelques irrégularités. Pourquoi? Je ne peux pas être comme les auditeurs émotionnés. J'ai déjà compris, la plupart de vos émissions, ce sont des auditeurs émotionnés qui donnent des bilans en étant même émotionnés. Moi d'abord, je suis un analyste politique et encore politologue. J'aimerais aussi vous donner un bilan positif. Pourquoi? Du côté où moi, j'ai circulé presque la quasi-totalitaire du Congo-Kinshasa et j'aimerais même vous donner les bilans en haut à partir de Kin. Bon, j'ai vécu Kin pendant 15 ans. J'ai vécu Lisala, j'ai vécu Bukavu, j'ai vécu Goma. Aujourd'hui, je suis à Kindu et par-là. J'aimerais vous donner du côté haut ici à Kindu. Ça faisait plusieurs temps où l'eau ne coulait pas dans les robinets de Kindu. Mais grâce au nouveau programme du chef de l'État, nous avons vu que l'eau coule régulièrement dans les rues des robinets de Kin. Et sur le plan infrastructure, je parle à toute sincérité en tant que scientifique. J'ai donné les appuis en disant qu'il y a vraiment des avancées, mais des irrégularités. Les infrastructures, ceux qui parlent très bien et qui savent Kindu et d'autres provinces, il y a des bâtiments qui sont construits en étage. Ici, à Kindu, par exemple, la DGI, la DGD, la DGM. En parlant de l'université, c'est que dit
messieurs l'intervenant, en disant l'électricité, j'aimerais soulever quoi? En disant, pardon, l'université. Ici, à Kindu, il y avait le centre universitaire extension de Lubumbashi. Il n'y avait pas l'université à Kindu. Mais actuellement, avec les programmes, il y a vraiment l'université de Kindu avec des hommes auditoires et tout comme laboratoire en tant que médecin, dans un cas approprié, construit sur le plan propre du gouvernement congolais. Ce n'était pas réhabilité. Et d'ailleurs, à l'époque, là, on étudiait, à l'année là, on disait, oui, écoutez, on disait c'est les centres du garage, les étudiants garage, il y avait des garages. Je reviens toujours à Kinshasa. À Kinshasa, du côté infrastructure. Regardez la route qui mène, qui descend Isame vers quoi les terrains, Waya. En 2008, ces terrains n'étaient pas réhabilités. En 2008, on m'avait pris en pouce-pouce pour que je puisse prendre les transports sur le poids lourd. Mais aujourd'hui, regardez Isame jusque là-bas au terrain, Waya en bas là. C'est là même j'habitais, mais aujourd'hui c'est réhabilité. Je prends même la personne qui a parlé de Bukavu. Nos auditeurs qui ont parlé de l'eau. Je reviens encore du chantier. Voilà, Philippe, on n'a plus assez de temps. Le temps peut-être accorder la parole à notre invité pour. Mais on n'a plus assez de temps. Il nous reste 4 minutes. Philippe, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous permettre de passer aussi à un autre auditeur à qui nous allons accorder peut-être 1 minute? Philippe, voilà. Nous avons compris quand même, Philippe nous a brossé là le bilan qui est positif d'après lui au niveau des Kindu et au niveau des Kinshasa, il a évoqué quand même le tronçon Waya Isam. Je crois que ceux qui habitent le coin, ils peuvent peut-être en témoigner davantage. Maître Sombile, on va terminer avec vous, la liste des auditeurs. Vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, Maître Sombile. Bonjour, monsieur J.R. Rapidement, vous avez 1 minute. Par rapport à la thématique, monsieur J.R., comme je suis un peu le dernier, j'estime que monsieur Kassamba, il doit choisir un bon cas, puisque pour devenir un avocat, il faut défendre une cause juste. J'estime qu'avec le rang des Kabila, il y a des décédés sans laisser aucune dette au pays. Mais c'est dire que Joseph Kabila, la Joseph Kabila trouvait le pays en lambeaux. Là, c'est une insulte sur le héros national. Vous comprendrez avec moi, monsieur. Allez-y, Maître Sombile. Quel est le bilan que vous allez présenter? Combien de kilomètres ils ont construit le chemin de fer? Combien de kilomètres pour les routes, l'électricité, l'université, ils en ont promis 2. Où sont ces 2 universités qui ont été construites? J'estime que M. Jean-Marie Kassamba est ivre de lait. Nous savons même voilà, je crois que ce régime. Oui, Maître Sombile, que ce régime, le plan de développement, Maître Sombile, vous êtes un ancien de cette édition. Vous connaissez bien le principe. Je crois que on fait l'échange d'idées, c'est-à-dire on ne s'attaque pas sur des personnes. Merci beaucoup, Maître Sombile. Alors, on revient à vous, Jean-Marie Kassamba, en conclusion. Parce que moi, je sais qu'à un certain moment, en 2008, il y a eu ce que nous avons appelé l'évaluation de ces chantiers avec des partenaires. Il a été, tout le monde, les participants convoqués, en tout cas, c'est réuni par le président Kabila lui-même. Il a été convenu, en tout cas, comme un accord avec les partenaires, d'accélérer les réformes dans les secteurs prioritaires, d'améliorer et simplifier les procédures de mise en œuvre des programmes et projets des partenaires, d'accélérer les effets en matière de bonne gouvernance et tant d'autres que je n'épargne les détails. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on est vraiment à l'arrivée? On est à quel niveau? Alors, je dois vous dire que il y a quelques jours à peine, le chef de l'État a sorti le 28 mesures pour repousser notre vie dans cette période de crise. Je vous signale qu'il y a des ministères sectoriels, notamment un ministère qui s'occupe du sujet de la révolution de la modernité. Ça veut dire un ministère de planification. Le programme qui vient d'être publié, ce qu'on appelle le plan stratégique à horizon 2030, c'est ça la planification, avec des moyens et les hommes qu'il faut mettre à disposition. Dans notre pays, il faut qu'on évite un peu la passion et faire comme ça des analyses à l'emporte-pièce. Pourquoi? Parce que même si vous êtes critique vis-à-vis de votre pays, dire du mal de votre pays, ça ne vous donne pas une médaille, ça ne vous honore pas. Moi, je ne connais pas un Américain, un Français, qui passe le plus clair de leur temps à insulter son pays. Il faut plutôt regarder les avancées qu'il y a, essayer d'apporter des améliorations nécessaires, et puis, le cas échéant, participer aussi. Pourquoi? Parce que même les gens qui disent qu'ils sont dans l'opposition aujourd'hui, mais il y a à peine quelques jours,
ils étaient aux commandes. Et ces mêmes personnes racontaient matin, midi, soir qu'ils sont en train de réaliser la révolution de la modernité, en train de réaliser les 5 chantiers, etc. Ce qui est plus important pour notre pays, c'est le bien-être de la population. Alors, un dernier mot ? En dernier mot, le taux du chômage doit être analysé avec les chiffres du Bureau international du travail, qui dit quoi? Le travail même informel qui procure de revenus à quelqu'un, c'est du travail. Il faut qu'on ait la culture de la comptabilité. Il faut qu'on puisse aujourd'hui assainir nos finances publiques, travailler. Il faut qu'on évite de penser que l'argent tombe tout seul. L'argent découle du travail. La culture du travail, c'est ça qui peut faire que, voilà, au-delà des discours, au-delà des polémiques politiques, etc., il faut que les Congolais aient la culture du travail. Travailler pour que notre pays soit arrivé. Vous êtes également président de l'UNPC Kinshasa. Oui. Peut-être un message par rapport aux journalistes. Le message, c'est d'abord encourager mes confrères journalistes pour qu'ils puissent avoir leur carte. On a donné des délais jusqu'au 10 mars pour qu'ils puissent avoir une carte, mais également cotiser pour cette année. Mais il faut qu'ils fassent aussi de l'apprentissage, encadrer la population, donner de la bonne information, parce que tout ce pendant cette année, Jean-Marie Kassamba, promoteur de Télé 50, président de l'UNPC Kinshasa et coordonnateur de 5 chantiers, visibilité des 5 chantiers, révolution de la modernité. Aujourd'hui, programme stratégique pour aller à l'horizon 2030. Merci d'avoir été de l'autre. À très bientôt. C'est moi qui vous remercie.